Bon, bon, parce que j'ai été déconnecté, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure entre la première partie et la deuxième partie. Donc on continue avec notre ami Wexner, et d'ailleurs pendant qu'il y avait la coupure, je remarquais que Wexner est toujours vivant, donc c'est très étonnant que en fait personne soit devenu lui demander des comptes, puisque on vient de voir, et c'est marqué publiquement sur différentes sources, que c'est lui qui a permis à Epstein de commencer sa carrière, et d'avoir de l'argent surtout. Donc c'est quand même très troublant que personne ne soit venu l'interroger. Donc, Epstein a dirigé les affaires de la maison de Wexner, et parfois il vivait dedans, ok. Donc le 10 février 2026, bah tiens, c'est hier. Euh, Ro Khanna, je sais pas qui c'est un politicien américain et attorney, ok. Représentant de la Californie, ok. Et du Parti démocrate, ok. Il a révélé que le FBI avait nommé Wexner comme un conspirateur de Epstein. Bah oui, oui, parce que c'est lui qui l'a financé, donc forcément. Voilà. Ok, alors si on va sur ces Early Life Education, c'est assez succinct en fait, hein. On n'a pas grand chose de plus à part le fait que ses parents sont des immigrés juifs russes, que son père est né en Russie et que sa mère est née à Brooklyn. Ok. Ouais, bah c'est tout, on n'a pas grand-chose en fait, hein. Donc je sais pas où c'est que Bruno Le Sallet a récupéré les infos sur les grands-parents de Wexner, parce qu'en plus, on n'a pas le, on n'a pas d'entrée sur le nom de son père en fait. C'est ça qui est chiant en fait. On sait juste que sa mère elle s'appelait Kabakov comme nom de jeune fille, mais on n'a pas de. Ouais, ouais, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Si on va sur Personal Life, est-ce qu'on a des trucs? Ouais, non, 85, etc. Ouais, on n'a pas grand-chose en fait. On va demander à Grok. On va demander à Grok. Early Life and Education. On va lui demander sur ses parents. Tac. Ouais, ou Ask Grok, voilà. What are the links between Wexner family and the creation of Israel? Voilà, on va lui demander clairement de nous dire ce qu'il sait là-dessus. Bon, c'est bien parce qu'on a des sources, comme ça on va pouvoir aller creuser un petit peu. Donc vous voyez que même si on utilise Wikipédia, même si on utilise Wikipédia en anglais, même si on utilise Grokipédia, bah, il faut continuer à chercher en fait. Parce que ces informations-là, elles sont bien bien planquées. Là on voit Harry Wexner, or Bella Wexner, Haganah, or Zionism, or Jewish Agency. Haganah, si vous ne savez pas ce que c'est, c'était un groupe terroriste qui avait été créé par les sionistes pour faire des attentats, pour chasser les Britanniques et prendre la possession du territoire palestinien. Alors, il n'y a pas de documentation directe entre la famille de Wexner euh, et la création de l'État d'Israël en 1948. Ok, donc là il me répète ce que Rock a dit. Alors, connexion à travers le mariage. Le lien direct, le lien le plus direct par la famille, c'est la création et la création d'Israël vient avec Wexner en 93, mariage avec Abigail Koppel,
donc une avocate israélo-américaine. Son père, Yehuda Koppel, donc qui avait 29 ans, non, qu'est-ce que je raconte, 31 ans au moment de la création d'Israël, était un commandant des opérations spéciales de l'unité de la Haganah. Ouais. Alors en fait, oui, donc Bruno Le Salé, il allait un peu vite quand il a dit la famille de Wexner était en lien avec la création d'Israël. C'est plutôt en fait la famille enfin c'est plutôt sa belle famille en fait. Voilà. Bon, ça changeait en fait qu'il était lié quand même à sa belle famille, c'est aussi sa famille, hein, donc soyons très clairs là-dessus. Ouais. Donc il est là le lien. Ok, revenons à la vidéo. Attends, juste reprendre la formulation qu'il a fait. Ouais, les réseaux familiaux, oui, c'est vrai qu'il a dit les réseaux familiaux, donc en fait, oui, c'est la belle. Bon, ah oui, la formule, elle est correcte, mais dire que c'est la belle-mère, c'était un peu plus rapide. Mais je mettrai un commentaire justement pour apporter d'informations. Oui, le ranch au Nouveau-Mexique, c'est vrai que le documentaire sur Speak Alive, il en avait déjà parlé, mais c'est vrai que personne n'en parle, alors qu'en fait, il faut pas oublier que Ghislaine Maxwell s'est d'abord planquée, hein, parce qu'avant d'être arrêtée, parce que là en ce moment elle est incarcérée, mais avant d'être arrêtée, elle était partie en cavale, et l'un des endroits où elle était partie se planquer, c'était justement dans le ranch au Nouveau-Mexique. Et d'ailleurs, le ranch au Nouveau-Mexique, c'est là où il y a eu la première accusation. La Maria Farmer, c'est quand elle avait été au ranch au Nouveau-Mexique qu'elle avait été agressée. C'est suite à ça qu'elle avait parlé. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a rien autour. Et je crois que quand Epstein l'avait invité, il avait loué les trucs. Mais bon, ça, je vous renvoie à la vidéo de Speak Alive qui avait bien expliqué ce passage-là. Voilà, donc il rappelle qu'il n'est pas suicidaire, etc. Et on lui souhaite de conserver la santé. Je crois qu'il s'est un petit peu trompé sur les dates. Oui, ah oui, d'accord, oui, parce que j'ai entendu mai. Non, non, en fait, il a dit mai en 1974, effectivement. Et ça, je confirme en 1974. Mais on l'avait vu déjà, il était prof de maths, effectivement. Et oui, c'est ça le truc. C'est une école de riches, c'est une école d'élite, c'est une école d'excellence, etc. Et il a même pas le diplôme. C'est quand même très troublant. Voilà, donc là, c'est effectivement, ça c'était confirmé, ce qu'on avait déjà vu, etc. Donc c'est lui qui le, je tiens à préciser également que c'est encore du communautarisme, hein. Le directeur de l'école qu'il a embauché, il était de la même communauté que lui, et celui qu'il a embauché comme trader, de la même communauté que lui, et Les Wexner, également de la même communauté que lui. C'est clair. Donc les gens ne peuvent pas dire, ouais, c'est de l'anti, je sais pas quoi. Non, c'est factuel. Voilà. Ouais, c'est marrant qu'il n'ait pas dit qu'il se soit fait virer comme prof de maths, parce que le faire penser que comme genre ça aurait été un mec qui était super bon en pédagogie ou je sais pas quoi, et juste il n'a pas eu les diplômes parce qu'il avait la flemme, il voulait bosser tout de suite. Non, il s'est fait virer aussi de l'école, hein. Il a pu euh, transformer l'essai en ayant le contact avec ce Allen Greenberg. Mais en fait, il s'était fait virer quand le directeur de l'école a changé, parce que d'après, je rappelle, hein, mais je vous renvoie à ma vidéo précédente où j'en avais parlé, c'est que il s'était fait embaucher parce que le directeur de l'époque, qui était de la même communauté, et aussi qui voulait chercher des profils un petit peu charismatiques, etc., et qui s'était fait un petit peu euh, manipuler, c'est lui en tout cas, par, euh, par Epstein. Mais par contre, quand il y a eu le changement de directeur qui lui a regardé les résultats au bout de 2 ans, il a dû voir l'effet, c'est que c'était pas un bon prof, donc du coup il s'est fait dégager. D'accord. Donc il s'est fait virer en tant que prof de maths, ce qui montre bien que c'était pas un prof de maths, et il s'est fait virer en tant que trader, ce qui montre bien que c'était pas un trader non plus. D'accord. Et dans les deux cas, il s'était fait embaucher parce que communauté plus séduction, charisme, blablabla. Et au final, quand il y a les faits, d'accord, quand il y a les résultats, eh ben, les gens ils le dégagent, d'accord. C'est important à comprendre ça. Voilà, et ça c'est très très important, c'est qu'il a fait au bluff. Il a appliqué la maxime que tous les youtubeurs lacons répètent, mais qui est très vrai dans le système américain, c'est fake it until you make it.
Donc au bluff, il a réussi à aller jusque-là. Vous vous rendez compte que c'est au bluff qu'il a pu avoir son premier job, c'est au bluff qu'il a pu avoir son deuxième job, et donc après c'est au bluff qu'il a créé sa propre boîte et pour choper un gros poisson. Alors pour Earth Attorney, on va chercher ça sur Grok. Power of Attorney, il est là. D'accord, donc c'est ce passage-là. On va lui demander de traduire. Alors, Leslie Wexner a rencontré Jeffrey Epstein pour la première fois au milieu des années 80 par le biais de la relation sociale à New York. Je rappelle que Epstein, il a fait donc 74 prof de maths, il est resté 2 ans à la Dalton School avant de se faire virer, donc ça amène à 76. Et à 76, il se fait embaucher par Greenberg, et je ne sais pas combien de temps il est resté, à peu près peut-être 4 ans, avant de rencontrer Wexner. Par la suite, Epstein a été engagé pour assister Wexner dans la gestion de ses affaires financières et philanthropiques. Au début des années 90, Wexner avait accordé à Epstein une procuration générale très étendue lui permettant de signer des chèques, d'emprunter de l'argent, d'acheter et de vendre des biens immobiliers ainsi que de gérer divers aspects des finances personnelles et professionnelles de Wexner en son nom. Enfin, en gros, il avait donné comme si c'était son fils. Cet arrangement a perduré jusqu'en 2007, date à laquelle Wexner a mis fin au rôle d'Epstein en tant que gestionnaire de sa fortune, invoquant la découverte d'irrégularités financières durant cette période. C'est-à-dire que Epstein a arnaqué aussi Wexner. Epstein a eu accès à des portions importantes de la richesse de Wexner, bien que les montants exacts gérés ne soient pas quantifiés dans le domaine public au-delà des allégations de détournement de fonds. C'est quand même assez troublant. C'est quand même assez troublant de voir que le mec s'est fait carotte sur 20 ans, hein, parce que je crois que c'est en 87, hein, si ma mémoire est bonne. Ils avaient dit 87-2007, je crois. On va aller sur. Ouais, c'est ça. Donc Wegener lui a laissé les pleins pouvoirs pendant 20 ans. Ça veut dire que le mec, au bout de 20 ans, il s'aperçoit qu'il s'est fait carotte. C'est quand même assez hallucinant. C'est quand même assez hallucinant quand on y réfléchit. Alors, est-ce qu'il part de ce manoir privé? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est là qu'il va dire. Non, c'est pas là qu'il en parle. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va mettre Mansion, peut-être. Non, il n'y a pas Mansion, alors Manhattan. Je sais jamais l'écrire correctement, Manhattan. On va regarder sa page wiki. 1996 d'abord. Donc ça c'est pour le... property. Ah, je pense que c'est celui-là. Eh oui, c'est celui-là. Wexner has been accused of failing to take action when complaints were raised against Epstein after executive reported in the mid. Epstein was abusing his power in connection to Wexner. Ouais, on va chercher Strauss House. Strauss House. Ah, c'est marrant ça. Ah, il n'y a qu'un seul S, ouais, d'accord. Voilà. Bla 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 bla. He was primary client, bla 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 bla. When I purchase his property. En 89, et il a vendu au milieu des années 90, donc 96, à Epstein, à la suite du mariage avec Abigail.
Donc ça, c'est le Power of Attorney, blablabla. Ok, donc on va chercher Strauss House sur Wikipédia. Ah, c'est pas mentionné Strauss House. Ok. Bon bref, ça a été confirmé. Alors attention, lui il dit qu'il achète des compagnies qui sont liées à la CIA, que Wexner, parce qu'il dit ouais le truc de manipulation ça marche pas, parce que Wexner était en gros suffisamment un roublard pour pas se faire avoir par le petit genou et que en gros s'il lui a filé du pognon c'est parce qu'il a bien voulu et pas parce qu'il s'est fait manipuler. Alors pour l'instant on trouve rien par rapport à la CIA, hein. Donc là je sais pas d'où il tire sa source parce que sur Wikipédia en tout cas il n'y a rien par rapport à la CIA. Alors, on va voir sur Wikipédia. Tac, CIA. Alors. Ah, ah, ah. Ici, on a un truc. Ici, on a un truc. Ah, ici, on a plusieurs trucs sur la CIA. Alors, Wexner a engagé Jeffrey Epstein comme gestionnaire financier de 87 à 2007. Il était le principal client d'Epstein qui a affirmé ne travailler qu'avec des clients dont la fortune nette était supérieure ou égale à 1 milliard de dollars. Donc ça, c'est ce que dit Bruno dans la vidéo. Wexner a acheté sa propriété new-yorkaise, le Herbert and Strauss House, en 1989 et l'a vendu à Epstein au milieu des années 90 après son mariage avec Abigail. En juillet 1991, Wexner a accordé une procuration à Epstein et l'a également nommé administrateur au conseil d'administration de la fondation Wexner. Dans les années 90, Les Wexner et Jeffrey Epstein ont participé au déménagement de Southern Air Transport, une organisation de façade de la CIA. Donc, Epstein a aussi été lié à la CIA, lié à l'affaire Iran-Contra et à un trafic de drogue présumé de la CIA, de Miami à Columbus. Southern Air transportait des marchandises liées aux activités commerciales des Wexner. Mais en 1996, les douaniers ont découvert une cargaison cachée de cocaïne dans l'un des avions. Southern Air a été fermé. Alors, est-ce qu'on a d'autres trucs par rapport à la CIA? Ouais, donc c'est la même. Donc il y a une entreprise, mais bon, il y a effectivement des liens avec la CIA. Et on a vu effectivement que la belle famille de Wexner est liée au Mossad. Je sais pas pourquoi il continue de l'appeler prof de maths. Epstein n'est pas un prof de maths, il est resté même pas 2 ans là-dedans, hein. Donc c'est juste quelqu'un de très bon en manipulation, quoi. Donc je ne serais pas aussi catégorique que Bruno le savait en disant que Wexner n'a pas pu se faire arnaquer par Epstein parce que beaucoup de gens se sont fait arnaquer par Epstein en fait, hein. Donc c'est pas impossible que lui aussi se soit fait avoir, hein. Parce que le truc qu'il faut bien mettre au clair, c'est que tous les gens qui refusent d'admettre les liens que Epstein a pu avoir avec le Mossad, que les choses soient bien claires. C'est évident que Epstein n'était pas un agent du Mossad. Fabrice Arfi dit bien la chose, c'est que c'était un mercenaire. Oui, mais un mercenaire, ça se vend au plus offrant. Donc ça veut dire que... Et d'ailleurs, c'est comme son beau-père, le père de Ghislaine Maxwell. Il a travaillé pour le Mossad, mais il a travaillé aussi pour d'autres services. Et d'ailleurs, sa mort, beaucoup de gens disent qu'elle est due justement au Mossad qui n'a pas accepté de payer les 400 000 dollars qu'il lui demandait. Donc le fait qu'il ait travaillé pour le Mossad, ça ne veut pas dire qu'il était exclusivement un agent du Mossad. Parce que c'est clair et net que Epstein, comme son beau-père Maxwell, était plutôt du genre à bouffer à tous les râteliers. Donc je vois pas pourquoi est-ce que les gens ils ont peur de dire complot ou je sais pas quoi, alors que c'est vrai, en fait. Il faut dire les choses. Il a bossé pour le Mossad, il a bossé, enfin il a été en contact en tout cas comme on l'a vu avec la CIA, et c'est possible qu'il ait aussi été en contact avec le KGB. C'est pas du tout impossible. Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est pour ça de dire c'est les Russes ou genre c'est Israël, etc. Être monocausal, c'est débile. Faut regarder les faits. Les faits, c'est que là on a vu que il a été en contact avec l'agence américaine, donc la CIA, et que Wexner, par sa belle famille, a été en contact avec le Mossad. Bon, voilà.
Alors, ouais, non, ça, là, Bruno, tu vas un peu loin parce que pour l'instant, on n'a pas de faits qui permettent d'affirmer que Epstein était le proxy de Wexner. On ne sait pas encore vraiment quelle est la relation, parce que dans les faits, ce qu'on a, c'est que Wexner a donné beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir à Epstein. D'une certaine manière, on peut dire qu'il a fait, qu'il a créé, qu'il a façonné Epstein. Et qu'à la fin, bah, d'après ce que les sources nous disent, il a l'air pas content de la fin de la relation. Donc, ouais, mais ça, c'est ce que tu dis, mais là, ça manque de preuves quand même. Alors, Wexner Foundation, ça, on en a parlé tout à l'heure. On va rechercher ici. Wexner Foundation. Je dis pas que ce que dit. D'ailleurs, on peut aller directement. Que ce que dit Bruno Le Salé est faux. Je dis que pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore de preuves de ça. Donc il faut être un peu plus prudent. Alors, la Wexner Foundation, on va un petit peu traduire tout ça. Si bon, je sais pas pourquoi ça s'arrête là, alors que je veux que ça aille jusque là. Voilà. Tac, Ask Grok. Ah ben en fait, je dis Ask Grok, je pourrais le faire sur DeepL, je m'embête pour rien là. Ah, il a du mal. Alors, la Fondation Wexner est une organisation philanthropique américaine fondée en 1983 par le milliardaire Leslie Wexner afin de développer les capacités de leadership des professionnels et bénévoles juifs dans les communautés nord-américaines et des fonctionnaires en Israël. Guidée par la vision de Wexner et de son épouse Abigail, la fondation a été la première à mettre en place des bourses structurées mettant l'accent sur les études des textes juifs, la prise de décision éthique, la prise de décision éthique, waouh, et le service communautaire avec des programmes phares tels que le Wexner Heritage Programme pour les bénévoles en milieu de carrière et les Wexner à Israël Fellowship pour les dirigeants gouvernementaux. Je pense pas que Epstein est rentré dans ce cadre-là et je pense que probablement le différent qu'il y a eu entre les deux hommes, c'est quand Wexner a dû s'apercevoir que justement l'éthique de Epstein était douteuse. Ou alors c'était un gros hypocrite. Ce qui est possible aussi parce que je suis en train de réfléchir que quand ils nous disent que la Southern Air a été arrêtée parce qu'on a trouvé de la drogue à l'intérieur, je me dis que Wexner n'était pas forcément tout blanc. Alors, depuis sa création, la Fondation a versé des centaines de millions de dollars pour soutenir les institutions juives, des initiatives dans le domaine de l'éducation et de la santé, et aider des entités telles que Birthright Israel, Hillel International et l'Abigail Wexner Research Institute du Nationwide Children's Hospital qui a généré plus de 1,2 milliard de dollars dans le domaine de la recherche. Son réseau d'anciens élèves, qui compte des milliers de participants, a produit des personnalités influentes dans les fédérations juives, les synagogues et les ministères israéliens favorisant les progrès dans des domaines tels que l'intégration professionnelle des Arabes et le renforcement de la société civile. Ah bah si lui il n'est pas lié à Israël, alors il n'y a plus personne qui est lié à Israël. Hein. C'est assez hallucinant. Alors il ne me propose pas la traduction, je ne sais pas pourquoi. Ah voilà. Voilà, donc là il est en train de nous faire un petit passage, je leur dire attention, la fondation a fait l'objet de controverses, notamment en raison du mandat de Jeffrey Epstein en tant qu'administrateur de 92 à 2007. Ah tiens, là, on n'a pas tout à fait le même chiffre, hein, sur Wikipédia c'était 87, alors qu'il entretenait des liens financiers personnels avec Wexner. Cependant, un examen indépendant réalisé en 2020 a déterminé qu'Epstein n'exerçait aucun contrôle opérationnel, ne recevait aucune subvention de la fondation et n'avait aucune implication dans ses programmes ou ses décisions après son départ en 2007. En 2023, elle a mis fin à sa relation de longue date avec le programme de leadership public de l'université de Harvard, invoquant la condamnation équivoque par l'université des attaques du Hamas du 7 octobre comme un échec dans la lutte contre l'antisémitisme. Ok.
Ehud Barak avec la fondation. Alors est-ce qu'on va le trouver ici? Ehud Barak, on a vu que déjà il avait rencontré Epstein et on a vu aussi qu'il avait rencontré Ariane de Rothschild. Alors là, il apparaît pas du tout. Si on revient ici, sur la page de Wexner, il apparaît pas non plus. Si on va ici à Ehud Barak, ouais, mais ça c'est pas des. Ouais. Mais bon, là, il cite une source. Nous avons versé 2,3 millions de dollars à Barak. Bon, là c'est ok. Bon, même si on n'a pas, on sait pas quel est le site, mais on a 9 janvier 9 juillet 2020, Michael Bachner, on peut éventuellement le retrouver. Alors, je vais garder celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là. Michael Bachner, Ehud Barak. Le Time of Israel. Ça m'a l'air d'être pas trop antisémite, ça. Donc, a priori, je pense qu'on peut considérer que c'est vrai. Ah oui, donc en fait, c'était celui-là, et c'est juste qu'il a fait une traduction, je pense, ou il doit y avoir une version française, peu importe, mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est confirmé. Time of Israel. Ok. Alors, méga groupe, qu'est-ce que c'est que méga groupe? Méga groupe. Ah, study group? Non. On va chercher ici. Méga groupe. Alors c'est marrant parce que méga groupe, il me sort study group. Alors peut-être qu'ils ont changé le nom entre temps, hein, c'est possible. Hein. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est ça. Non, on va revenir là. Et voilà, the study group, informally known as the mega group. Ok. Was a private invitation-only network of approximately 20 of the wealthiest Jewish American business leaders. Oh, donc ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être Mark Zuckerberg qui serait dans la partie. Alors, le groupe d'études, connu officiellement sous le nom de Megagroup, était un réseau privé accessible uniquement sur invitation regroupant une vingtaine de chefs d'entreprise et philanthropistes juifs américains les plus riches et les plus influents. Il a été créé en 1991 par Leslie Wexner, fondateur de L Brands, qui comprend Victoria's Secret, et Charles Bronfman, héritier de la fortune Seagram, je ne sais pas ce que c'est, afin de coordonner et d'amplifier stratégiquement leurs dons caritatifs en faveur des priorités communautaires juives telles que l'éducation, la préservation de l'identité et le soutien à Israël. Le groupe se réunissait 2 fois par an pour des discussions à huis clos visant à identifier les opportunités à fort impact plutôt que de mettre directement en commun des fonds mettant l'accent sur le levier intellectuel et financier collectif par rapport au modèle fédératif traditionnel. On peut regarder ici les personnes. Ouais, en 91, il n'y avait pas encore Zuckerberg. Je réfléchis à quelle boîte américaine connue il y avait. Alors, j'ai pas de nom qui me vient en tête. Parmi les membres notables figuraient Michael Steinhardt, je sais pas qui c'est, pionnier des fonds spéculatifs, Steven Spielberg. Ah ouais, Steven Spielberg. Ah ouais, c'est un sacré poisson parce que Steven Spielberg, c'est quelqu'un qui est connu internationalement pour ses films, et surtout en tant que réalisateur, bah oui, qui le mieux pour pouvoir produire des narratifs et donc convaincre le maximum de gens. Dirigeant dans le domaine du divertissement, et Edgar Bronfman, président du Congrès juif mondial, dont les actifs combinés dépassaient les dizaines de milliards. Ce qui leur permettait d'exercer une influence considérable sur d'initiatives telles que le financement accru des écoles juives et les programmes expérientiels destinés aux jeunes de la diaspora.
Les efforts du groupe se sont concentrés sur la lutte contre les tendances à la simulation par le biais d'actions philanthropiques ciblées, notamment le soutien à des organisations promouvant la continuité juive et la défense de la sécurité d'Israël dans un contexte géopolitique difficile. Bien que salué dans les cercles philanthropiques juifs pour son efficacité et son approche axée sur les résultats, le groupe d'études a fait l'objet d'attention particulière en raison des liens financiers de longue date entre Wexner et Epstein. Eh oui. Ah oui, Epstein était radioactif. Hein. Tout ce qui touchait d'un coup, voilà. Et ouais, ouais, ouais. Ouais, donc Ehud Barak, en plus d'être Premier ministre israélien, il avait une boîte de tech. Oui, donc c'est là que, oui, sa collaboration avec Wexner s'arrête en 2007. Et après, en 2008, effectivement, il y a l'affaire de Palm Beach, il va en prison, enfin, il va en prison. Alors, Léon Black, c'est pour ça que j'avais gardé ce mail-là, comme on le voit ici, il y a le nom de Léon Black. À côté de George Mitchell, de Donald Trump et de Henry Jarecki, donc je sais pas qui c'est, mais on a Léon Black. Et Reminder, on a Lex Wexner, hein, d'accord. Donc Léon Black, si on le tape dans la base de données du site officiel du Dodge, ok, on va voir qu'il apparaît pas mal de fois. Léon Black. Il apparaît 8211 fois. Si j'ai toujours mon fichier avec les... Alors, c'est un peu... il y a des fichiers qui ont disparu parce que moi j'avais noté 8340. Et c'est le premier dans tous ceux que j'ai répertoriés. Hein. Donc peut-être que j'ai oublié des noms. Hein. Si vous avez des noms où il y avait plus de résultats, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, pour l'instant, Léon Black, c'est celui qui avait le plus. Et le deuxième, c'est quand même Joy Ito. Joy Ito, qui est un mathématicien, cryptographe. Voilà. Mais je ferai une vidéo spéciale sur les liens de Epstein avec les crypto-monnaies. Regardez ce que Wikipédia nous en dit et ce que Wikipédia nous en dit aussi. Non, je pense pas que ce soit le basketteur, voilà, c'est ça. Un milliardaire américain. Eh oui, ça aide d'avoir des amis milliardaires. Léon Black. Et donc ça confirme, je pense, ma théorie, à savoir que Epstein était surtout très très bon pour manipuler les hommes au sens large, hein, les hommes et les femmes. D'accord. C'est-à-dire qu'il avait une très bonne capacité de lecture psychologique, de profilage même, de savoir dire ce que les gens ils ont envie d'entendre pour pouvoir leur faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Donc Léon Black, c'est un investisseur américain. Déjà, est-ce que ça existe en français? Ah, ça existe en français. Allez, on va jeter un petit coup d'œil en français. Ah bah bon, lui d'entrée, là Wikipédia, j'avoue, là ils sont allés direct droit au but. Investisseur américain et collectionneur mis en cause dans l'affaire Epstein pour des agressions sexuelles. Je pense que c'est très récemment que ça a été mis à jour ça. Il détient une fortune estimée à plus de 8 milliards de dollars en 2020. Voilà. Voilà. On va revenir sur sa page en anglais. Et on va revenir sur ce que nous dit notre ami Wexner. Apollo Global Management. Alors, est-ce qu'on a Apollo? Ouais, on l'a ici. On l'a. Est-ce qu'on l'a ici? Ouais, on l'a. Apollo Equity, Apollo Global Management, ouais. Ouais. Ouais, donc, Leon Black, comme son nom ne l'indique pas, est aussi juif et donc dans le groupe, méga groupe. On peut chercher ici, alors, méga groupe, je sais pas si on va le trouver comme ça. Ouais, c'est Study Group qu'il avait appelé. Ouais, mais c'est pas ce genre de truc n'est pas mentionné.
Méga. Non. Study. Ouais. Bon, faudrait voir la liste des membres de Mega Group, mais je pense que c'est une liste confidentielle. Dans tous les cas, il apparaît dans les Epstein Files, donc c'est clair et net qu'il était en contact avec Epstein. Waouh, ça c'est CNN, voilà, là on a la source. CNN, fin de juillet 2023. Bon, donc ça c'est. Ouais, c'est 158 millions de dollars pour des conseils, alors qu'effectivement il n'est pas banquier, il n'est pas trader, il n'est rien du tout. Ah ouais, Peter Thiel, il apparaît dans les fichiers, hein. Je l'avais noté, je crois. Est-ce que je l'avais noté? Parce que dans l'ordre, hein, c'est Leon Black, ensuite c'est Joe Ito, Woody Allen 7000 fois quand même, Chomsky 3800 fois, j'ai halluciné, hein. Chomsky apparaît plus souvent dans la correspondance que Bill Gates, mais d'ailleurs Chomsky il avait dit, je sais plus si c'était publiquement ou en privé, que il trouvait que les gens ils s'acharnaient trop sur Jeffrey Epstein et il lui a donné des conseils en communication. Donc, et il a dit aussi ouvertement, ah j'ai oublié une parenthèse, il a dit ouvertement que il aimait la stimulation intellectuelle que lui procurait Epstein. Voilà, voilà. Voilà. Donc après on a Bill Gates, Brockman, Obama apparaît quand même 2400 fois, c'est plus que Trump. Après le nombre de fois où on apparaît, ça ne veut pas dire que c'est pas directement lié. Ça n'implique pas l'importance qu'on a, parce qu'on a vu que Lex Wexner, il apparaît moins de 200 fois, or c'est quand même lui qui l'a financé depuis le début, hein, donc voilà. Après qui on a Acosta. Alors Acosta, ça c'est la personne probablement, enfin l'une des personnes les plus importantes, parce que c'est le procureur qui a fait le deal avec Epstein en 2008 pour que justement il fasse que 1 an de prison, qui après a été nommé par Trump. Donc Trump, il est pas tout blanc non plus, hein. Loin de là, hein. Loin de là. Et pour Elon Musk, oulala, je viens de voir du sale, hein. Je viens de voir du très très sale, hein. Parce que les victimes ont commencé à balancer des blazes, hein. Et bah, Elon Musk, il est dans la sauce, clairement. Clairement, clairement. Donc, attendez, où est-ce que j'en étais? Qui je cherchais? Merde, j'ai oublié qui je cherchais. Ah oui, Peter Thiel. Ouais, eh ben Peter Thiel, je le trouve pas dans les trucs. Je l'ai pas noté dans mon bingo là. Faut dire que j'ai pas encore tout classé parce que par exemple j'ai pas mis si Weinstein je l'ai mis, Zuckerberg il apparaît même pas beaucoup. J'ai pas mis combien de fois il apparaît Groening, ni Bezos, ni Sergey Brin, ni Larry Page, donc les deux fondateurs de Google, ni David Brooks, blablabla. Madoff il apparaît 22 fois, c'est pas beaucoup. Napster est apparu, mais Napster c'est pas une personne. Le MIT est apparu 4900 fois. Ça rejoint le fait que Joe Ito il bossait au MIT. Il y a même Tor Browser, et oui, puisque. Mais bon, j'en parlerai plus par rapport à comment ça s'appelle, à la crypto. Bon, j'ai pas Peter Thiel, donc je vais aller combler tout de suite cette lacune en tapant Peter Thiel. Il apparaît 2267 fois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça le place en 1, 2, 3, 4, 5e position devant Bill Gates. Quand on sait que Peter Thiel, c'est Palantir, c'est-à-dire le. Merde, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'est que j'écrive Peter Thiel. Je vais l'écrire manuellement le nombre de résultats parce que sinon ça va me faire une police de caractères foireuse. 2267 results. Voilà. Ok. Oui, d'ailleurs, au passage, oui, effectivement, c'est l'un des cofondateurs de PayPal. Alors attention, parce que dans les cofondateurs de PayPal, il y avait Elon Musk, mais Peter Thiel ne peut pas blairer Elon Musk. D'accord? S'ils se sont séparés, c'est pas pour rien. D'accord? Peter Thiel n'aime pas du tout Elon Musk. Que les choses soient très 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 claires.
Ouais, mais d'ailleurs, je suis en train de me dire que dans mon bingo, tout ça, j'ai oublié un homme très cité, c'est Steve Bannon. Parce que Steve Bannon, il a fait du sale. D'ailleurs, Elon Musk sur X, il n'arrête pas de balancer et de dire Steve Bannon, is evil, etc. Euh, non, sérieusement, il apparaît que deux fois. Alors là, je suis. Enfin, deux fois, quatre fois, mais je suis très surpris. Parce que, on a tous vu la vidéo hein, où il fait le long entretien et qui montre surtout que Steve Bannon a l'air d'être quand même un peu un con en fait. Hein, parce qu'il est là en adoration devant. Ah oui, ça c'est la partie que j'avais pas commentée. Parce que je vous avais commenté que la première partie où Epstein avait lancé lâché une dinguerie sur Clinton. Mais Steve Bannon après il est là et il a l'impression que Epstein c'est un génie et tout, parce qu'il lui dit deux trois conneries en physique, la loi de la gravité, je sais pas quoi, enfin, des trucs à mort moelleux. Euh, Enfin bref. Oui, Palantir est utilisé par Israël, mais je crois que Palantir est aussi. Déjà, c'est sûr que c'est utilisé par des pays européens, et je crois que peut-être la France l'utilise aussi, serait vraiment dramatique. Voilà, Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël, et l'ancien chef du renseignement militaire. Alors on va aller sur Ehud Barak, parce qu'effectivement, là, il a l'air d'avoir du très lourd. Ehud Barak, qui était en connexion avec Woody Allen, hein. Sur les photos, on le voit avec Woody Allen, hein. Woody Allen qui était en connexion avec Jack Long. Parce que c'est même le nom de Woody Allen qui a été utilisé comme alibi pour dire oui, mais Epstein il connaissait Woody Allen, donc du coup on se dit que c'était quelqu'un de confiance. Ouais, tu parles. Donc alors, Carbine, voilà, c'est ça. Became chairman of Freeporty, later rebranded as Carbine. Ok, on n'a pas trop d'informations sur ça. On va regarder ça sur Wikipédia. Je pense que ça doit être documenté sur Wikipédia. Hop, alors, Carbine. Non, d'abord, Ehud. Voilà, donc blablabla. Il est né en 42, ok. Premier ministre et ministre de la Défense. Donc il est né dans un kibbutz, donc c'est-à-dire que c'était plutôt un socialiste, hein, parce que les kibbutz c'était l'équivalent des soviétiques, mais en Israël, hein, parce qu'au début Israël était beaucoup plus proche de l'URSS, hein, c'était son mode de développement. Ils étaient d'ailleurs soutenus par l'URSS. Donc il a été diplômé en physique et en mathématiques, ok. Après il a obtenu un master en ingénierie économique, ok, en système d'ingénierie économique. Il a eu une carrière militaire dans les forces armées, les forces de défense israéliennes, ouais. Ensuite, il a été le chef en général en 91 jusqu'à 95, ouais. Donc il a mené des opérations sur le terrain, donc oui, la guerre, il sait ce que c'est. Bon, ensuite, Carbine, c'est où? C'est là. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Carbine? Donc Carbine, c'est une entreprise technologique israélienne qui développe des systèmes de communication d'urgence avancés. Ah ouais, il se focalise sur la vidéo en temps réel, la localisation et la transmission de données à travers le monde, worldwide. Ok, on va traduire ce paragraphe. Donc ça existe depuis 10 ans, 11 ans maintenant, parce qu'on est en 2026, j'arrive pas à m'y faire. Le temps passe vite. Alors, entreprise technologique israélienne qui développe des technologies avancées de communication d'urgence, Carbine se concentre sur la fourniture de vidéos, de localisation, de transmission de données en temps réel, afin d'améliorer les systèmes d'intervention d'urgence dans le monde entier.
Sa plateforme permet au centre d'appel d'urgence de recevoir des informations critiques de la part des appelants, améliorant ainsi les temps de réponse et la connaissance de la situation. L'entreprise, dont le siège social est situé à New York et dont les activités de R&D se trouvent à Tel Aviv, a attiré d'importants investissements et a conclu des partenariats avec des opérateurs de télécommunications mondiaux. Donc ça a été adopté par des villes américaines, des États et par le Mexique et évidemment par Israël. Ok. Oui, alors Pegasus, puisqu'on est sur le Wikipédia anglais, on va faire vite fait un aparté à Pegasus. Ça montre justement la puissance de la technologie militaire israélienne. Voilà. Donc la liste, ça c'est la liste des pays qui ont utilisé Pegasus. Vous allez voir qu'il y a quasiment tous les pays du monde. Environ 20 citoyens arméniens ont été espionnés par Pegasus. Azerbaïdjan. La liste des citoyens inclut des dizaines de journalistes et d'activistes de l'Azerbaïdjan. Bangladesh. Des rapports et des investigations indiquent que le Bangladesh fait partie des 45 pays qui ont été infectés par Pegasus entre 2016 et 2018. Bahreïn, Djibouti, la République dominicaine, l'Égypte, qui a été espionnée par l'Arabie Saoudite. Voilà, en janvier 2022, El Faro, un quotidien salvadorien, a révélé que la majorité de son staff, de ses équipes, a été infiltrée par Pegasus. Alors, là c'est intéressant. L'Estonie est entrée en négociation pour se procurer Pegasus, parce que Pegasus, comme c'est considéré légalement en Israël comme étant du matériel militaire, alors que l'entreprise est privée, il faut que le gouvernement israélien donne l'autorisation pour pouvoir utiliser cette technologie. Donc en 2018, l'Estonie a fait une demande avec 30 millions de dollars sur la table. Donc c'est-à-dire qu'ils ont payé 30 millions de dollars, quoi qu'il arrive, qu'ils puissent les utiliser ou pas, ils ont payé ces 30 millions de dollars. Et ils ont demandé pour pouvoir utiliser contre les Russes. Israël, qui avait initialement approuvé, a ensuite reçu un officiel de la défense russe. Et en fait, les Israéliens ont décidé de ne pas autoriser les Estoniens parce qu'ils se faisaient cacamou par rapport aux Russes. D'accord? Voilà. Parce qu'ils ont dit pour éviter d'avoir des dommages avec la Russie. Je vais vous traduire le passage pour que ce soit bien clair. Parce que vous allez voir que la Russie, c'est le seul pays au monde qui fait, qui fait peur à Israël. C'est le seul pays au monde pour lequel ils n'ont jamais autorisé Pegasus. Même les États-Unis, Pegasus a été utilisé contre des Américains. L'Estonie a entamé des négociations pour acquérir Pegasus en 2018 et a versé un acompte de 30 millions de dollars pour cet outil. Donc ils ont payé 30 millions de dollars dans le vent. L'Estonie espérait utiliser cet outil contre les téléphones russes, vraisemblablement pour recueillir des renseignements. Israël a initialement approuvé l'exportation de Pegasus vers l'Estonie, mais après qu'un haut responsable russe de la défense ait contacté les agences de défense israéliennes et révélé que la Russie avait eu connaissance des intentions de l'Estonie d'acquérir Pegasus, Israël a décidé d'interdire à l'Estonie d'utiliser Pegasus contre tout numéro de téléphone russe, à la suite d'un débat houleux entre les responsables israéliens, afin d'éviter de nuire aux relations entre Israël et la Russie. Voilà, la Finlande c'est pareil. Ils ont utilisé Pegasus. Des diplomates finlandais ont été espionnés. En France, en 2021, Emmanuel Macron et 14 ministres ont été infectés par Pegasus, espionnés par le Maroc, ce qui est quand même assez hallucinant.
Quand on sait qu'après la France va au Maroc pour lécher des babouches, c'est quand même hallucinant. En Allemagne, ça a été utilisé. En Hongrie, ça a été utilisé. En Inde, ça a été utilisé. Et en Inde, c'est marrant parce que c'est Facebook qui s'est plaint de l'utilisation de Pegasus. Alors, on va traduire ce passage-là, c'est assez marrant. Fin 2019, Facebook a intenté un procès contre NSO. Donc NSO, c'est l'entreprise qui a développé le logiciel Pegasus, affirmant que Pegasus avait été utilisé pour intercepter les communications WhatsApp d'un certain nombre de militants, de journalistes, de fonctionnaires en Inde, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles le gouvernement indien était impliqué. 17 personnes, dont des militants des droits humains, des universitaires et des journalistes, ont confirmé à une publication indienne qu'elles avaient été prises pour cible. Je rappelle au passage, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Pegasus, Pegasus c'est un logiciel qui, seulement avec un numéro de téléphone, permet aux attaquants d'infiltrer un téléphone. C'est terrifiant. Parce qu'il n'y a même pas besoin de la part de la victime de valider, de cliquer sur quelque chose ou quoi que ce soit. Il suffit que l'attaquant ait le numéro de téléphone et il peut pénétrer le téléphone. Le seul remède face à ça, ce serait de changer régulièrement de carte SIM et de numéro de téléphone. Voilà. En Irak, ça a été utilisé. En Israël, ça a été utilisé aussi au sein de la population israélienne. Parce qu'il ne faut pas croire, la population israélienne ne sont pas homogènes. Hein. Il y a des gens qui sont contre la politique de Netanyahou, qui sont contre le gouvernement et ainsi de suite. Hein. Malheureusement pour eux, ça se passe très très mal. En janvier 2022, il a été rapporté que Pegasus avait été utilisé illégalement par la police israélienne pour surveiller des citoyens ainsi que des ressortissants étrangers qui avaient été infectés accidentellement ou intentionnellement par le logiciel. La surveillance avait été ordonnée par des officiers de police de haut rang et avait mené sans mandat ni contrôle judiciaire. La base juridique de l'utilisation de logiciels espions contre les citoyens est contestée. La police aurait ciblé des civils non soupçonnés d'aucun crime, notamment des organisateurs de manifestations anti-gouvernementales, des mairies, des militants anti-LGBT, des employés d'entreprises publiques, un associé d'un haut responsable politique et d'anciens employés du gouvernement. Dans un cas, la police aurait ciblé un militant qui n'était soupçonné d'aucun crime, prétendument pour recueillir des informations sur ses relations extra-conjugales et les utiliser comme un moyen de pression. Donc le blackmail, hein, c'est ça le chantage, bah c'est une pratique courante du gouvernement israélien. Donc pas surprenant que Epstein ait travaillé avec ce genre de personnes. Voilà, en Jordanie également, au Kazakhstan, en Lituanie, au Mexique. Voilà, au Mexique, beaucoup apparemment. Et dès 2014, hein, d'après ce que je vois. Et aussi en 2023. Bon, bref, au Maroc, bien entendu, aux Pays-Bas, au Panama, en Palestine, évidemment. Alors, en Pologne, tiens, intéressant. Je rappelle que la Pologne, c'est le pays d'origine de Netanyahou. Alors, les licences Pegasus ont été convenues entre Benjamin Netanyahu et Beta Sidlo en juillet 2017. Citizen Lab a révélé que plusieurs membres de groupes d'opposition politique en Pologne avaient été piratés par le logiciel espion Pegasus, soulevant des questions alarmantes sur l'utilisation de ce logiciel par le gouvernement polonais. Un avocat représentant des groupes d'opposition polonais et un procureur impliqué dans une affaire contre le parti au pouvoir, droit et justice, ont également été compromis. Une enquête menée par la suite par le bureau du procureur général a révélé que Pegasus avait été utilisé contre 578 personnes entre 2017 et 2022 par 3 agences gouvernementales, le Bureau central de lutte contre la corruption, le service de contre-espionnage militaire et l'agence de sécurité intérieure. Voilà. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il n'y ait aucun gouvernement qui ait développé sa propre techno. Moi, j'aurais pas du tout confiance dans le gouvernement israélien d'utiliser cette technologie. C'est terrifiant, en fait. Le Rwanda, l'Arabie Saoudite, la Slovaquie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, contre les Catalans et les Basques, la Thaïlande. Surprenant, la Thaïlande. Bah, faut dire que la Thaïlande, en fait, c'est un truc. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. La Thaïlande, c'est un truc hallucinant. Les gens ne se rendent pas compte. On appelle ça le pays du sourire et tout. Quand on y va, bah, ça a l'air tout tranquille, etc. Mais en fait, c'est, je crois, le pays qui a eu le plus de coups d'État ces 40 ou 50 dernières années. Je sais pas comment ils font, mais ça se passe toujours de manière à ce que les touristes puissent vivre leur vie peinard. Le Tibet, le Dalai Lama, d'ailleurs, au passage, le Dalai Lama, hein, il est dans les fichiers. Dalai. Comment c'est écrit Dalai Lama? Merde. Dalai
Lama, voilà. Ah oui, c'est inversé. Dalai Lama. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu des histoires de pédophilie chez les bouddhistes, hein, donc voilà. Faut arrêter d'idolâtrer cette religion comme si c'était que des gentils. Le Togo, l'Ouganda, l'Ukraine. Alors l'Ukraine, ils ont voulu faire comme l'Estonie par rapport aux Russes, et bah, ça s'est mal fini pour eux également. Je vous dis, la Russie, c'est le seul pays dont Israël se fait cacamou. Au moins depuis 2019, l'Ukraine cherchait à se procurer Pegasus afin de contrer ce qu'elle considérait comme une menace croissante d'agression et d'espionnage de la part de la Russie. Cependant, Israël avait imposé une interdiction quasi totale sur les ventes d'armes à l'Ukraine, qui englobait également les outils de cyberespionnage, craignant de vendre Pegasus à des États qui utiliseraient cet outil contre la Russie afin de ne pas nuire à ses relations avec ce pays. En août 2021, alors que les troupes russes s'amassaient à la frontière ukrainienne, Israël a à nouveau rejeté une demande de la délégation ukrainienne souhaitant obtenir Pegasus. Selon un responsable ukrainien proche du dossier, Pegasus aurait pu apporter un soutien essentiel à l'Ukraine dans ses efforts pour surveiller l'activité militaire russe. À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les responsables ukrainiens ont reproché à Israël son soutien tiède à l'Ukraine et ses efforts pour maintenir des relations amicales avec la Russie. Voilà. Donc la Russie, c'est clair, net et précis. D'ailleurs, vous avez vu qu'on a eu, hein, on n'est pas passé par Air Russie. Hein. Il n'y a pas. Il y a Air Rwanda, mais il n'y a pas Air Russie, d'accord? Il y a Pologne, et puis après c'est Rwanda, il n'y a pas Russie. Parce que Russie, ben, il n'y a personne qui touche. Les Émirats Arabes Unis, d'accord, Dubaï et compagnie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Eh oui, les États-Unis aussi. Et les États-Unis, c'est même pire que ça, regardez. Euh, alors le groupe a fait une présentation, parce que les États-Unis, ils leur ont fait double arnaque. Ils ont fait d'abord, ils leur ont montré le produit en disant, ouais les gars, venez acheter notre techno. Euh, et ils ont le Drug Enforcement Administration, ils ont refusé parce que c'était trop cher. Ils ont dit, oh les gars, vous me faites un prix d'américain. Ben oui. En 2016, le groupe qui a pitché donc, le Pegasus aux États-Unis, donc au San Diego Police Department, d'accord. Donc c'est un différent service. Hein. Donc là, le Drug Enforcement Administration, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas, ouais, c'est ceux qui s'occupent de combattre la drogue, en fait, voilà, le trafic de drogue. Bon, eux, ils ont dit c'est trop cher. Après, en 2016, ils sont allés voir la police de San Diego. Euh, Blablabla. Bla, 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 bla. Mais encore une fois, too expensive. Ils ont dit les gars, c'est trop cher. En juillet 2021, donc 5 ans plus tard, il a été révélé que les téléphones d'une dizaine de citoyens américains, incluant des diplomates, des journalistes, des travailleurs et des dissidents expatriés, ont été des cibles d'infiltration Pegasus. Et parmi eux, les téléphones de certains du chef de l'administration Obama, le chef de la négociation de l'administration Obama. Voilà. Et sous l'administration Biden également. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour les gens qui disent ouais c'est les États-Unis qui contrôlent Israël, ben, c'est plutôt l'inverse dans les faits. Parce que qui met des coups de pression effectifs réels, c'est Israël, c'est pas les États-Unis. Voilà. Donc ouais Pegasus c'est pas de la blague. Alors là il dit que Carbine c'est la même techno, je sais pas. Hein. Franchement je sais pas. C'est un peu vite dit, mais ouais c'est possible, c'est pas impossible. C'est juste que là, on va demander à Grok, tiens. Est-ce que Carbine utilise une technologie similaire à Pegasus? Non,
Carbine n'utilise pas une technologie similaire à Pegasus. Pegasus est un spyware, logiciel offensif hautement sophistiqué, développé, blablabla, blablabla. Bon, ça on sait. Carbine, anciennement Reporty, est une entreprise israélienne fondée en 2015 et acquise en 2025 par Axon, entreprise américaine de technologie de force de l'ordre, blablabla. Elle développe un cloud native pour les centres d'appel d'urgence. Ses fonctionnalités, transmission en temps réel de données enrichies, intégration d'IA pour transcription multilingue, outils pour améliorer la réponse des secours. La technologie repose sur le consentement volontaire de l'appelant. Ouais, donc c'est pas la même chose. Lien indirect et controverse. Carbine a des connexions avec l'écosystème israélien et de la cybersécurité, fondateur issu de l'unité 8200, investissement impliquant Ehud Barak et même Jeffrey Epstein. Donc ça c'est affirmé, c'est confirmé je veux dire. Certains articles critiques, souvent conspirationnistes des investigations alternatives, regroupent Carbine avec des entreprises comme NSO, Paragon ou Toka dans un complexe militaro-technologique israélien en soulignant des risques potentiels de surveillance. Cependant, aucune preuve crédible n'implique que Carbine développe et utilise un spyware comparable à Pegasus. Pegasus est un outil d'attaque, Carbine est une solution d'amélioration des services d'urgence. Bon, après j'ai envie de dire, c'est comme un marteau, ça peut être utilisé pour faire des bonnes choses et pour faire des mauvaises choses. Ouais, ça par contre, ça c'est clair que ça a été confirmé. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur Ariane de Rothschild, la première partie des mails de Ariane de Rothschild, parce qu'il y aura une deuxième partie, il y en a encore beaucoup. Je m'étais arrêté à la page 7, et je sais même pas combien il y a de pages. Il y a plus de 5000 entrées dans la base de données officielle. Mais en tout cas, dans ceux qu'on avait déjà vus ensemble, on avait vu qu'elle avait assisté à la rencontre avec Ehud Barak. Il y avait même eu une fois un coup de quiproquo dans un rendez-vous où elle s'était pas pointée ou je ne sais quoi. Mais bref, oui, Epstein joue clairement le rôle a joué clairement le rôle d'entremetteur, de mise en relation. Ça c'est clair. Alors ouais, ça c'est intéressant, effectivement, cette partie-là j'ai oublié. C'est pour ça que sa vidéo elle est très très bien faite, parce qu'il a condensé. Alors on a vu, parfois il prend un petit peu des raccourcis, mais n'empêche que tout est quand même relativement sourcé. Alors attendez, Lolita Express. Ouais, on va peut-être mettre Jeffrey Epstein et on va le trouver là-dedans. Et là on va mettre Lolita. Voilà. Alors, Lolita Express. Et on voit encore le nom de Wexner. Hein. Jeffrey Epstein est propriétaire d'une maison de ville de 7 étages située au 9 East 71st Street, dans l'Upper Side de Manhattan, que Lee Wexner, fondateur de Brown, a cédé en 1990. Bon, les dates, tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, on s'en fiche un peu, c'est pas ça important, blablabla, blablabla. Are you le Lolita Express, 0$, blablabla. Présenter des intérieurs, blablabla, calcaire, piano, nanina, des photographies encadrées, un exemplaire de l'édition de Lolita de Vladimir Nabokov. Donc Lolita, c'était à la base un livre, évalué à 80 millions de dollars, blablabla. Ouais. Alors, ouais, non, ça c'était pour l'origine de... Alors attendez, on va mettre Lolita Express. Et après, je vais arrêter cette vidéo parce que ça commence à être long quand même. Voilà, donc c'est un Boeing 727, acquis dans les années 90 et qui était utilisé pour des vols transatlantiques. Ouais, bon, ils n'en disent pas trop plus par rapport à ça. On va revenir là sur Jeffrey. Voilà. Et on va aller sur Lolita X. Ah ouais, d'accord, il y a un article dédié à Lolita Express, donc on va y aller dessus. Voilà. Alors, est-ce qu'il est en français aussi? Non. Dommage. Lolita Express, nanana, Boeing 727, le aircraft était blablabla, 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 blablabla.
Blablabla. Ouais, ils disent pas trop des choses par rapport à l'origine de l'avion en fait, ouais, parce que c'est la partie aircraft, il n'y a pas grand chose en fait, parce qu'après c'est les personnes qui ont été invitées, mais ils parlent pas de l'avion en tant que tel. Bon, c'est pas grave. Oui, ça c'est les contrats Iran, on avait vu quand on avait investigué le, le- l'ex-Wexner, ses liens avec la CIA. Oui, ça on l'a vu. Ah, donc le Louis Express, il appartiendra à cette flotte. Ok. Alors attendez, parce que du coup, on devrait avoir un lien avec ça. Alors, il n'y a pas, c'est marrant qu'ils le mettent pas. Non, ou c'est South Air. J'ai raté un truc. Non, c'est Southern Air Transport. Ouais, c'est marrant qu'ils en parlent pas. Bon, bref, cette vidéo commence à être longue. Oui, voilà, donc ça aussi, effectivement, c'est la chose la plus importante à comprendre dans cette affaire, c'est que Epstein, du fait de ses relations, notamment donc avec Wexner, qui était le patron d'une marque de mode, avait accès effectivement à plein de jeunes femmes très belles, et en plus, après, Epstein lui-même, avec ses connexions, notamment à Paris avec Jean-Luc Brunel, avait aussi accès à beaucoup de femmes. Donc c'est-à-dire qu'il a eu accès à l'argent des autres, et au réseau de femmes des autres également, ce qui fait qu'il avait les deux. Il avait plein d'argent pour acheter les femmes et plein de femmes pour les proposer aux gens fortunés. Voilà pourquoi ça a pu durer et fonctionner aussi longtemps. Et en plus, oui, bien sûr, et en plus, là, effectivement, avec son jet privé, c'est ce qui permet de passer sous les radars, parce que qui dit jet privé dit zéro contrôle et absolue discrétion. Bon voilà, cette vidéo elle commence à être très très longue. Je vous invite à aller voir la vidéo de Bruno Le Salé. Voilà, on a confirmé bah, à quelques petites nuances près quasiment tout ce qu'il a dit. Donc voilà, moi je dis GG, en 16 minutes il a réussi à faire ça. Allez lui donner de la force, allez voir sa vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des sources complémentaires et ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut et à très bientôt.